Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir à Vénissieux ce meeting sur la paix. Quand chaque jour, les élites du libéralisme, la droite, la Macronie et leurs médias nous entraînent dans la guerre, nous résistons et portons une autre voix, celle de la paix et de la justice sociale. Vénissieux est une commune empreinte d'une longue histoire communiste depuis 1935, une terre de résistance et de solidarité. Une ville qui, grâce à un mouvement populaire, s'est libérée elle-même en 1944. Vénissieux a été décorée par la Croix de guerre, car après Lyon, ce fut la ville du Rhône ayant le plus souffert des bombardements anglo-américains. La stratégie consistait à couper les axes de communication du transport ferroviaire et d'affaiblir la production industrielle de la région lyonnaise, et notamment d'atteindre les usines Berlier, collaborationnistes et fournisseuses de camions aux troupes allemandes. 800 immeubles endommagés, 140 totalement détruits. Quasiment la moitié de Vénissieux est partiellement ou totalement rayée de la carte. Entre mars et mai 1944, les opérations militaires feront 29 morts, 62 blessés. Vénissieux est une ville connue pour la plus grande opération de sauvetage d'adultes et d'enfants juifs jamais entreprise dans un camp en France. Une ville viscéralement attachée aux valeurs du Conseil national de la résistance. Une ville profondément anticolonialiste, une ville d'asile et d'accueil des populations. Les communistes de Vénissieux ont toujours porté les combats pour sauvegarder notre patrimoine industriel, pour la justice sociale et la défense des services publics, pour une vie digne, un combat que je mène depuis 16 ans, avec mes arrêtés portant obligation de relogement et d'information préalable à toute expulsion sur le territoire de Vénissieux et portant interdiction des saisies immobilières, ainsi que des interruptions de fourniture d'électricité et de gaz des résidences principales. Vénissieux est une ville engagée pour la paix, une caractéristique fondée par l'histoire de notre commune. Nous avons toujours eu à cœur de promouvoir une culture de paix. Et c'est encore plus important aujourd'hui, alors qu'aux quatre coins du monde, des millions de personnes vivent, ou plutôt survivent, dans des régions ravagées par les guerres et les conflits armés. De l'Ukraine au Proche-Orient, passant par le Soudan et l'Éthiopie, des enfants, des femmes, des hommes sont les victimes de violences insoutenables. Le droit international humanitaire est bafoué au détriment des populations civiles. Le programme d'action pour une culture de paix, adopté il y a 25 ans par l'Assemblée générale des Nations unies, donnait la définition suivante. La paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais c'est un processus positif, dynamique, participatif, qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Impulser une culture de la paix est un enjeu fondamental. C'est œuvrer au quotidien pour promouvoir les principes de justice, de démocratie, de dialogue et de compréhension à tous les niveaux de la société. C'est développer les valeurs de fraternité, de solidarité, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un travail que nous menons notamment auprès de notre jeunesse afin de transmettre aux plus jeunes un esprit citoyen, leur faire découvrir l'histoire vénitiane pour créer cette courroie de transmission indispensable entre générations. La paix s'acquiert par l'éducation, en donnant aux générations futures les outils nécessaires pour relever les défis du monde, promouvoir la tolérance, la non-violence et le respect mutuel entre filles et garçons. Et la paix commence dans notre capacité à comprendre, à accepter nos différences, à bâtir des ponts au lieu de murs. C'est plus que jamais une bataille à mener dans cette société fractionnée par des politiques gouvernementales qui sabordent les conquis sociaux et les stratégies de rentabilité qui divisent les citoyens. Une division qui dessert le peuple et fait le jeu du Rassemblement national. Notre ville est et restera une commune de paix et de solidarité. C'est l'histoire de Vénissieux de répondre présente pour aider les populations, premières victimes des catastrophes climatiques comme des conflits armés. Notre solidarité n'est pas à géométrie variable. Il s'agit d'être présent pour venir en aide aux populations à travers des actions humanitaires avec le Secours populaire, Médecins sans frontières ou autres. En Ukraine, en Palestine, à Gaza, au Liban, à Mayotte, en Turquie, en Syrie, en Haïti, aux Comores, etc. Notre engagement pour la paix, c'est aussi le traité d'amitié qui lie la ville de Génine à Vénissieux depuis de nombreuses années, avec une action forte en 2024, où nous avons accueilli la tournée d'un groupe de jeunes danseuses et danseurs venus du camp d'Ascar, à l'est de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. Ces jeunes nous ont montré, à travers le dabké, danse folklorique ancienne, la richesse de la culture palestinienne. Lorsque je les ai reçus en mairie, j'étais impressionnée par leur courage et leur fierté de porter l'identité et la résistance
du peuple palestinien. Nous les soutenons, et cette main que Vénitieux tend à Gaza, à Jénine et à toute la Cisjordanie est la main de la fraternité, de la solidarité, de la paix et de la reconnaissance de l'État palestinien. Nous sommes engagés pour la paix et contre l'ensemble des conflits armés partout dans le monde en lien avec le mouvement de la paix. J'en profite pour ouvrir une parenthèse sur le traitement absolument inégal que font les grands médias s'agissant des différents conflits dans le monde. Certains nous sont montrés tous les jours, pendant que d'autres sont passés sous silence. Une influence significative dans la manipulation de l'opinion publique. Je referme la parenthèse. Notre mobilisation pour la paix, c'est encore l'engagement de la ville de Vénissieux pour l'interdiction des armes nucléaires avec la signature de l'appel des villes relayé par l'ICANN. Il y a un mois, jour pour jour, nous étions mobilisés autour de la date du 8 mars pour relayer la voix des femmes en lutte pour leurs droits. Parmi ces droits, celui de vivre en paix dans un monde débarrassé des guerres, des violences, des armes nucléaires. C'est le message de résistance de nombreux mouvements féministes à travers le monde. Je veux ce soir leur rendre hommage pour leur courage et rappeler que les femmes et les enfants sont les premières victimes des conflits. Leurs droits et leurs conditions de vie sont bafoués. Et elles et leurs enfants sont victimes de terribles violences. Nous savons que des violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre pour humilier, déstabiliser les populations civiles. Les femmes violées, mutilées, condamnées à la prostitution et à l'esclavage sexuel payent le prix fort des conflits. Les enfants sont utilisés comme enfants soldats et pour certains se rajoute aussi l'esclavagisme sexuel, notamment pour les filles. Quel monde voulons-nous bâtir? Quel relais souhaitons-nous passer aux générations futures? Qui peut croire que les peuples ont un quelconque intérêt à se battre entre eux et à cette course folle aux armements? Un autre monde est possible, nous devons le dire, le redire, face au discours des va-t-en-guerre qui souhaitent nous enfermer dans la peur. Car oui, il faut le dire, certains ont besoin que le monde soit en guerre. L'heure est à dépasser le système capitaliste et son système de concurrence qui crée la guerre et qui se nourrit de la guerre. Macron et son gouvernement, qui souhaitent envoyer nos troupes en Ukraine, nous parlent d'une économie de guerre. Plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires à trouver en faveur de nos armées. Que devrons-nous sacrifier? Les retraites, l'école, l'université, l'hôpital public? Ou peut-être le budget des communes et leur mission fondamentale d'amortisseur social face aux crises qui s'additionnent? Nous avons une responsabilité urgente et possible, celle d'affirmer que le discours dominant, qui nous vend la guerre comme seule possibilité, est un mensonge. D'autres options doivent être choisies, mettant en premier plan la coopération entre les peuples. Nous devons consacrer notre énergie et nos richesses au développement de l'humanité plutôt qu'à sa destruction. Nous devons œuvrer pour la paix, la sécurité collective et un nouvel ordre du monde, de fraternité, de solidarité, de coopération. Je vous remercie. Je crois. Voilà. Je vais commencer d'abord par l'appel du Conseil national du mouvement de la paix pour une insurrection mondiale des consciences pour vivre ensemble en paix. Le ventre encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Misère, famine, guerre, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, montée des extrêmes droites, crise climatique qui s'approfondit, menace d'utilisation des armes nucléaires, des inégalités de développement qui se creusent entre les pays riches et les pays pauvres, mais aussi au sein des sociétés. Excusez-moi. Face à ces défis, le mouvement de la paix en appelle à une insurrection des consciences pour créer en France et dans le monde une dynamique unitaire en faveur de la paix, car pour son avenir, l'humanité n'a d'autre chemin que la paix. Les guerres naissent dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de paix. Le Conseil national du mouvement de la paix, à l'issue de ses travaux, en appelle à l'action dans l'unité la plus large, au-delà des différences d'opinion ou d'appartenance philosophique, syndicale, politique ou autre, pour que nous, avec vous, hommes ou femmes qui recevez cet appel, nous nous engagions ensemble dans la construction d'un autre monde, un monde de paix possible et nécessaire. L'année 2025 ne doit pas être seulement
une année de commémoration des massacres de la Seconde Guerre mondiale, de la victoire sur le nazisme, des bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, de la Shoah, etc. L'année 2025 doit être l'occasion, à travers des campagnes d'action nationales et internationales, d'exprimer notre volonté commune de vivre ensemble en paix, depuis notre commune jusqu'au monde entier. Le Conseil national du mouvement de la paix appelle non seulement à la résistance aux logiques mortifères de puissance et de domination économique, financière, militaire, idéologique, mais aussi, dans le même temps, à la construction d'une culture de la paix, fondement d'une autre civilisation bâtie sur l'aspiration de chacun de nous au bonheur. Le Conseil national décide de lancer une grande campagne d'opinion et de plaidoyer pour que nous fassions entendre les multiples voix, dont la vôtre, criant à l'unisson « Nous ne voulons plus de guerre, de violence, de domination. Nous voulons vivre ensemble en paix. Nous voulons vivre dans un monde débarrassé des guerres, des armes nucléaires et du fardeau des dépenses militaires inconsidérées. 2 400 milliards de dollars en 2023, alors que les décès induits par le sous-développement économique et social et la misère extrême dans les 122 pays du tiers-monde se sont élevés en 2023, écoutez bien, à plus de 61 millions d'êtres humains. Cette campagne vivra grâce à votre participation, grâce à la convergence de notre aspiration commune à la paix, à la justice, à la solidarité. Nous développerons nos convergences dans l'action et l'unité la plus large autour de la défense de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du respect du droit international, des résolutions des Nations unies pour une culture de la paix et plus récemment des travaux du GIEC. Toutes les forces sociales, humanistes, syndicales, féministes, écologistes, pacifistes, de défense de la planète et de l'environnement, de défense des droits humains, peuvent, dans le respect de leur diversité, contribuer à cette vague pour la paix qui peut commencer maintenant, se traduire par des moments forts dont, par exemple, le 16 mai 2025, à l'occasion de la Journée mondiale de vivre ensemble en paix, le 1er mai, le 8 mai, le 21 septembre, l'anniversaire de l'ONU en octobre et bien d'autres. Dans le cadre de cette campagne centrale et rassembleuse, ensemble, nous développerons les actions suivantes. Pour la défense de la Charte des Nations Unies et contre l'usage abusif et antidémocratique du droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour un cessez-le-feu dans tous les conflits, pour l'élimination totale des armes nucléaires, armes illégales, coûteuses, dangereuses et immorales, pour favoriser le développement des actions des jeunes à travers le monde, pour le droit des jeunes à vivre en paix, en solidarité, en citoyens du monde, afin de construire ensemble un avenir de paix. Bien sûr, chaque ville, chaque comité va s'emparer de ces objectifs en fonction de son identité, de sa position géographique, de ses connaissances, de ses relations économiques et humaines. Le mouvement de la paix impulse ses actions dans le monde entier grâce à sa présence dans le Conseil mondial de la paix, dans le Bureau international de la paix, dans de nombreuses autres ONG et surtout 3 postes lui sont réservés dans l'ECOSOC, Conseil économique et social de l'ONU, qui regroupe actuellement plus de 6000 ONG actives dans le monde. Et par exemple, en regroupant 570 ONG dans le monde, dont 50 en France, nous avons pu travailler et obtenir un traité d'interdiction de l'arme nucléaire, le TIAN, qui a déjà été signé et ratifié par 73 États, signé en plus par 94 États, dont 25 en cours de ratification. La France refuse même de participer en tant qu'observateur aux travaux menés à l'ONU. Le Rhône n'est pas très riche en pacifistes encartés,
mais nous avons la chance d'exister à Givors, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, villes qui aident les acteurs de paix. Des actions diverses doivent permettre d'enrichir la propagation de l'appel à la paix, et la première est sûrement d'adhérer au mouvement de la paix. Vous avez un stand là-bas. Certes, les va-t-en-guerre ont un poids de plus en plus important dans les gouvernements. Ils maîtrisent les grands médias, l'enseignement, l'orientation économique, mais il nous reste les partis, les syndicats, les tracts, les affiches, les défilés dans la rue, les débats, les films, les fêtes, la foi dans l'humain, dans son désir de bonheur et de paix, et nous finirons par l'emporter. Je vais finir en vous lisant un poème de Jean de Bruyne. Voilà. La paix aurait pu être une fleur sauvage, de ces fleurs des champs que nul ne sème ni ne moissonne. La paix aurait pu être une de ces fleurs des prés que l'on trouve toutes faites un beau matin, au bord du chemin, au pied d'un arbre ou au détour d'un ruisseau. Il aurait suffi de ramasser la paix, comme on ramasse les champignons ou comme on cueille la bruyère ou la grande marguerite. Au contraire, la paix est un travail, c'est une tâche. Il faut faire la paix comme on fait le blé. Il faut faire la paix comme il faut des années pour faire une rose et des siècles pour faire une vigne. La paix n'existe pas à l'état sauvage. Il n'y a de paix qu'à visage humain. Merci. Voilà. C'est mieux, hein? Voilà, mes chers camarades français, chers camarades du PCF, je vous salue en direct de Belgique, camarades. Merci bien. Permettez-moi tout d'abord, évidemment, de remercier d'abord la fédération, évidemment, du PCF, Benoît, du PCF de Lyon et du Rhône, de m'avoir invité. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir pensé à moi aussi pour faire ce meeting ensemble. Merci beaucoup, Madame Camarade la maire, ou comment est-ce qu'on dit ici, hein, Michel, quoi. Hein, qu'est-ce qu'on rêverait d'avoir une maire communiste en Belgique. Donc, franchement, merci beaucoup de votre accueil ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et je suis vraiment réellement très heureux d'être ici ce soir parce que la question de la paix, évidemment, nous intéresse grandement, tous les partis communistes et marxistes en Europe, parce que c'est la question actuelle du jour qui nous est posée, parce que la question de la paix nous est posée non seulement dans un avenir lointain, mais en fait nous est posée aujourd'hui. Et pour analyser les dangers de guerre que menace notre planète, je pense qu'on doit pouvoir revenir effectivement à ce qu'on appelle une analyse de classe des différents dangers de guerre qui s'opposent à nous. Tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de faire une visite avec mes camarades ici de la ville de Vénissieux, et quel ne fut pas mon étonnement pour le Belge que je suis de découvrir qu'il y avait ici à Vénissieux un boulevard Lénine. Non, mais pour le Belge que nous sommes, des Belges, nous on est étonnés de ça. Vous les Français, vous avez peu l'habitude dans les mairies communistes, mais nous... Mais c'était intéressant, parce qu'il y avait même un arrêt de métro et un arrêt de tram Lénine. Donc j'ai trouvé ça assez incroyable. Et je me disais, mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Vous savez, les petites rencontres tous les jours que vous faites liées à l'actualité. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir revenir effectivement à Lénine et à l'analyse qu'il faisait des guerres, notamment à travers son livre, Le stade suprême du capitalisme et de l'impérialisme, où il disait en fait, Lénine, qu'il fallait faire une analyse de classe de la guerre. Quel est le danger aujourd'hui de guerre imminent? Ce sont des enjeux avant tout économiques, de business et de bénéfices de multinationales. L'enjeu des guerres aujourd'hui n'a rien à voir avec les valeurs. Rien à voir avec les valeurs. On les entend aujourd'hui, tous ces politiciens, nous parler des droits de l'homme, nous parler de l'humanité, de l'humanisme, etc., etc. Disons-le clairement, camarades. Si les droits de l'homme comptaient pour 1% dans l'analyse des guerres aujourd'hui, nous n'aurions pas une Union européenne qui applique déjà 12 à 13 paquets de sanctions contre la Russie et 0 paquet de sanctions contre Israël. Ça montre bien que ces guerres n'ont rien à voir avec les droits de l'homme, mais tout à voir avec la géopolitique. Et donc, nous avons donc pu classer la question de savoir si les guerres avaient lieu pour les valeurs. Les guerres ont lieu pour de l'argent, pour du business. Et l'enjeu stratégique de 2025, c'est qu'aujourd'hui, l'impérialisme américain,
qui a dominé le monde économiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale et politiquement depuis la chute du mur de Berlin. Ce monde unipolaire, taillé sur mesure de l'impérialisme américain, est tranquillement et lentement en train de prendre fin. Un monde où le dollar décide de tout le business au niveau de la planète. Ce monde où les multinationales américaines décident de tout, ce qui décide au niveau de la planète, au niveau économique. Ce monde américain de Bretton Woods qui décide toutes les institutions internationales, le FMI, etc., de l'économie de tous les pays du Sud. Rappelez-vous les années 80, 90, où les puissances occidentales et l'armée américaine et l'impérialisme américain ont décidé des politiques économiques de tous les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ce monde, évidemment, américain, qui a décidé d'intervenir comme gendarme du monde dans plein de pays. Et je veux parler ici, évidemment, des interventions en Afghanistan, en Syrie, en Irak. Quels médias européens parlent encore de la guerre irakienne, de la guerre des États-Unis d'Amérique contre l'Irak, qui a coûté la vie à plus d'1 million d'Irakiens directs et indirects dans cette guerre. C'est ça l'impérialisme américain, et c'est ce monde-là qui est en train de changer, camarades. C'est ça qu'on doit dire. Parce que, nommons-le, depuis la première fois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, une puissance du Sud, une puissance non alignée. Un débat peut avoir lieu sur son caractère socialiste, mais en tout cas, la Chine, aujourd'hui, est en train de dépasser les États-Unis d'Amérique d'un point de vue technologique et économique. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, camarades, qu'est-ce qui se passe dans un monde où une puissance économique capitaliste est dépassée par une autre puissance? C'est à ce moment-là que les dangers de guerre deviennent imminents. C'est exactement l'analyse de Lénine de la Première Guerre mondiale. Quand, à un moment donné, l'impérialisme français, britannique, etc., était en train d'être dépassé par l'impérialisme allemand, etc., etc. Les contradictions interimpérialistes sont en train de monter aujourd'hui. Et c'est bien ça, l'enjeu de la guerre. Parce qu'évidemment, Trump, c'est scandaleux, je viens de tout à l'heure, mais Trump dit tout haut ce que l'establishment américain a toujours pensé tout bas. Quand il dit « moi je fais un business avec l'Ukraine, je veux bien faire le médiateur en Ukraine, ma seule petite condition, c'est que tout le sous-sol ukrainien appartient aux multinationales américaines. » C'est la seule condition de Trump. Mais c'est comme ça qu'a toujours fonctionné l'impérialisme américain. Et donc nous, chers amis, chers camarades, comme mouvement marxiste, comme mouvement communiste, c'est dans la guerre anti-impérialiste, de la mobilisation anti-impérialiste que nous mènerons ici les combats pour la paix dans les années à venir, camarades. Voilà ce qu'on va faire. Parce que les camarades me demandent, l'actualité est très rebondissante. Hein. Tous les jours, on a déjà une nouvelle actualité, donc faire les analyses, c'est pas évident. Et c'est ça qui est très réjouissant aussi, de voir qu'avec les camarades du PCF, on échange justement sur une analyse d'une évolution qui va très vite. Mais les camarades me disent, on comprend plus, les Américains, ils étaient pour le libre-échange, maintenant ils sont pour le protectionnisme. C'est quoi la logique? Mais la logique, c'est clair. C'est quand l'impérialisme américain était dominant d'un point de vue technologique, le libre marché permettait aux multinationales américaines de gagner les marchés. C'était contre les pays du tiers-monde qui voulaient monter des tarifs douaniers pour protéger nos économies que le FMI intervenait dans les années 80, 90, 2000 pour dire non, pas de tarifs. Nous voulons pouvoir, avec nos produits américains et occidentaux, inonder complètement vos marchés. Mais quand aujourd'hui, cette avancée technologique n'est plus uniquement américaine, mais est diversifiée. Quand aujourd'hui, nous avons ChatGPT qui va gagner, mais la semaine d'après, il y a DeepSeek qui intervient. 100 fois moins cher et tout aussi performant. Que doivent faire les Américains? C'est ça. Nous devons avoir conscience, camarades, qu'aujourd'hui, derrière l'arrogance de Trump, derrière les tarifs douaniers de Trump, il y a une fragilité d'un impérialisme, d'un système économique aujourd'hui qui n'est plus capable de dominer le monde, qui est confronté aux BRICS, aux pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine évidemment, l'Afrique du Sud, tous ces pays du Sud qui aujourd'hui, pour la première fois, comme le dit brillamment mon camarade Peter Mertens dans son bouquin Mutinerie, pour la première fois ce PIB mondial est beaucoup plus important du côté des pays du Sud que des pays de l'Occident. Eh bien, ça, chers camarades, ce changement historique, il est vecteur d'espoir, il est vecteur de paix et il est vecteur de changement mondial pour nous, comme ça nous donne espoir, camarades. Voilà pourquoi on va dire.
Et donc se pose la question stratégique pour nous, les marxistes européens. Quelle place va prendre l'Union européenne dans cette séquence géostratégique importante? C'est une question cruciale. La première question est de savoir, c'est est-ce que l'impérialisme européen, parce qu'appelons-le comme ça, va continuer à suivre docilement l'impérialisme américain. Nous devons constater que globalement en Europe, je ne veux pas sous-estimer certains courants gaullistes en Europe ou en France, mais globalement, et nous en tout cas en Belgique, c'est à fond Vollenbach comme on dit chez nous, c'est en tout cas une élite économique et politique européenne qui suit docilement les États-Unis d'Amérique. Okay? Ça c'est clair, on doit pouvoir le dire. Il faut mettre un arrêt à cette politique docile. Pendant des années, nous avons dit, comme PTB en Belgique, que l'OTAN n'était pas la solution. Nous avons dit pendant des années en Belgique que suivre les Américains n'était pas la solution. Et tous les partis traditionnels lui disaient « Oh, vous êtes anti-américains, vous êtes des extrémistes, vous êtes des communistes. » Ils ont raison, etc. Mais tous les istes possibles, imaginables. Et là, maintenant, ils sont tous... ils ont rien vu venir. Quoi. Ils ont rien vu venir. Là, Trump leur a mis quelques baffes. Trump a toujours fait ce qu'il dit. Les États-Unis n'ont pas d'alliés. Les États-Unis n'ont que des concurrents économiques, y compris l'Europe. Et donc la première question qui nous est posée, camarades, c'est que l'Union européenne ne pourra être qu'une Union européenne libre qu'à partir du moment où elle sera non alignée sur les intérêts des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la première condition pour une Union européenne libre. La deuxième caractéristique importante, c'est que l'Union européenne ne pourra être libre que si elle est non impérialiste. Car nous devons, nous aussi, les forces de progrès, les forces marxistes, les forces communistes en Europe, analyser notre propre impérialisme. Même s'il est inféodé aux États-Unis d'Amérique, il a son propre agenda. Un agenda qui est dominé depuis 200, 300, 400 ans par la domination des pays du tiers-monde. Ce sont nos F-16 belges qui ont été bombardés en Libye avec les Rafales français. Ce sont les armées sous l'égide de l'OTAN qui sont intervenues en Afghanistan. Ce sont nos armées qui sont intervenues en Syrie, en Irak après l'intervention américaine. Ce sont les armées européennes et françaises qui sont intervenues dans les pays d'Afrique. Aujourd'hui, l'Union européenne ne peut reprendre sa place dans les nations que si elle est respectueuse des pays du Sud global. Ce n'est qu'à partir du moment où l'Union européenne ne sera plus impérialiste, que l'Union européenne tendra la main sur pied d'égalité avec les pays du Sud. Pas comme on a fait ces 20-30 dernières années en ayant l'égoïsme des vaccins du Covid. Pendant que l'Afrique crevait, on gardait les vaccins pour nous. Non, en allant faire la leçon à l'ensemble des pays du Sud, comment il faudrait gérer la planète, alors que nos propres impérialismes sont responsables de la destruction d'énormément de conditions sociales et économiques dans les pays du tiers-monde, mais aussi chez nous. Aussi chez nous. Notre impérialisme qui exploite les travailleurs en Europe, qui les exploite de plus en plus. Tout ça pour enrichir une petite partie de super riches. Vous les connaissez hyper bien. D'ailleurs, quand ils ne restent pas en France, vos riches, ils viennent où? En Belgique. Mais on va vous les rendre. Voilà, on vous les rend, vous les riches, pour que vous puissiez les taxer et pour que vous puissiez taxer les riches, parce que c'est clairement ça. Les Bernard Arnault de ce pays, tous ces super riches, tous ces copains ou Elon Musk et compagnie, etc., ne se cachent même plus, camarades. Aux États-Unis d'Amérique, ils ont tout simplement acheté le gouvernement. Ils sont dedans. Ils ne passent plus via des marionnettes. Ils prennent possession directe de ce que Marx appelait la structure de l'État capitaliste, qui tourne pour eux, parce que l'État n'est pas neutre. L'État est au service des super riches. Et donc, camarades, la deuxième caractéristique de cette Union européenne nouvelle devrait être une Union européenne anti-impérialiste et solidaire des pays du Sud et des travailleurs en Europe, camarades. Dernier point important qui me semble avoir les perspectives directes et concrètes de lutte, c'est l'analyse de la militarisation de nos sociétés, camarades. L'impérialisme, pour exporter son agression externe, doit militariser l'intérieur de ces pays, l'intérieur de notre vie. Aujourd'hui, nos élites politiques et économiques veulent militariser complètement nos sociétés. Je ne sais pas si c'est exactement la même situation en France, mais je pense que oui, et j'écouterai avec une grande attention, évidemment, le discours de Fabien. Mais donc, chez nous, en Belgique, de plus en plus, on voit d'abord que d'un point de vue économique, on veut transformer de plus en plus de nos entreprises de la production militaire. On voit aujourd'hui que l'Allemagne, qui avait pris un engagement de non-militarisation depuis la Deuxième Guerre mondiale, est en train de se réarmer à une vitesse VV'. Des entreprises entières qui produisaient du civil sont en train de se transformer
en entreprises militaires. Rheinmetall, l'une des plus grandes entreprises du métal en Allemagne, se transforme dans la production militaire. De plus en plus, tout l'appareil économique est en train de se transformer dans la fabrication d'armes. C'est clair, camarades, que là-dedans, la France impérialiste est vouée à jouer un rôle important dans les prismes européens, vu son leadership en matière militaire. Or, nous devons avoir conscience, camarades, que plus des armes sont produites, plus il y a de la guerre. Pour la bonne et simple raison qu'une arme est produite pour être utilisée. Quand vous fabriquez des produits civils, ils sont usés dans la consommation civile. Vous allez fabriquer des chics, comme on dit chez nous, des bonbons chez vous, hein, chez Haribo, là, j'ai été visiter avec les enfants, voilà, vous produisez une chic, vous avez un bonbon, vous le mangez, vous allez consommer le produit. Un frigo, ça va durer un peu plus longtemps en fonction d'où vous l'achetez. Hein, je veux dire, voilà. Mais des armes, c'est quoi l'usure d'une arme? C'est d'être utilisée. Et donc, un complexe militaro-industriel qui se développe crée par définition le besoin d'un marché pour utiliser la marchandise. Et quel est ce marché? C'est la guerre. C'est la guerre. Il n'y a que la guerre qui peut offrir ce marché-là. Et donc, camarades, nous devons bien avoir conscience aujourd'hui que les investissements massifs que l'Union européenne prépare au niveau de la guerre, parce que vous avez vu ça, pendant 20 ans, ils nous ont dit « Oh, il n'y a pas d'argent pour les pensions, il n'y a pas d'argent pour les services publics, il faut appliquer l'austérité, les règles de Maastricht. » Vous vous souvenez de ça? Tout près de chez moi, Marxiste. Ça a 20 km de chez moi, Maastricht. Mais franchement, il n'y avait pas d'argent. Mais regarde, après 5 minutes, Ursula von der Leyen, 800 milliards. 800 milliards, je ne sais pas où elle les a trouvés. 800 milliards. Donc pour la guerre, il y a 800 milliards et pour les pensions, il n'y a rien du tout. C'est ça le choix politique d'Ursula von der Leyen. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça, camarades. Parce que ces 800 milliards, nous pourrions les investir pour les retraites. Ces 800 milliards, nous pourrions les investir pour l'école et pour nos enfants. Ces 800 milliards, nous pourrions investir pour notre industrie, pour de la recherche, pour la technologie, parce que c'est là-dessus que l'Union européenne est en retard. C'est là-dessus que l'Union européenne est en train de se faire battre par toutes les économies du monde, parce qu'elle n'investit plus dans ses infrastructures. Ces 800 milliards, on peut les investir dans le chemin de fer. Votre SNCF, notre SNCB a besoin de milliards pour pouvoir relancer notre économie. Et donc nous disons ici aujourd'hui, nous, les marxistes belges, le PTB et ensemble avec toutes les forces ici en Europe, nous disons non à cette militarisation parce qu'elle nous fournit la guerre, parce qu'elle prépare la guerre, mais surtout parce qu'elle ne donne pas un avenir radieux à nos enfants et à notre économie, camarades. Voilà ce qu'on va faire. Et il me reste dès lors à finir ce discours par quelque chose qui me semble essentiel, camarades. C'est l'espoir. L'espoir, parce que les moments de crise, les moments de tension interimpérialiste ont toujours été des moments historiques où le mouvement ouvrier a pu se renforcer. Ça a toujours été des moments où ceux du dessus sont en crise, parce qu'ils sont concentrés sur leur guerre. Ça a été des moments où toute la fable des 30-40 ans, des 30 glorieuses, un capitalisme triomphant, avec une grande stabilité, est en train de s'ébranler. Mais la question de savoir si les masses populaires, si la classe travailleuse va basculer soit dans l'alternative à gauche, soit dans l'alternative anticapitaliste, soit vers la droite, le nationalisme, le chauvinisme et la guerre, ça ne dépendra que d'un seul facteur. C'est nous. C'est nous, camarades. C'est nous. Nous pouvons accélérer l'histoire. Et pour ça, on a besoin d'organisation. On a besoin d'être présent sur le terrain. Je sais que je n'ai aucune leçon à vous donner en matière parce que j'ai un respect incroyable pour les camarades de tout ce que fait le Parti communiste français. C'est une des raisons pour laquelle, outre évidemment les connexions individuelles que nous avons comme responsables de parti, mais d'un point de vue stratégique, nous le savons, que ces gauches révolutionnaires, que ces gauches marxistes qui sont partout en Europe, avec tous les débats qu'on peut avoir, camarades, parce que les questions stratégiques ne sont pas simples aujourd'hui. Nous avons tous nos histoires, nous avons tous nos pratiques, nous cherchons tous des voies qui ne sont pas évidentes dans un monde qui est complexe. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons l'histoire de notre côté. Parce que le capitalisme ne peut pas offrir le bonheur social, le bonheur écologique, le bonheur démocratique, le bonheur à nos enfants. Il ne peut pas l'offrir. Nous avons le futur avec nous. Nous avons notre grille d'analyse marxiste. Nous avons l'organisation. Nous avons l'espoir que nous devons incarner. On l'a toujours fait ces derniers siècles ici en Europe. C'est de nous qu'attendent les classes travailleuses
d'incarner cet espoir. Et cet espoir, camarades, c'est par aussi le dialogue, par le combat commun, par des meetings comme aujourd'hui, et nous ferons des meetings en Belgique aussi, avec le cadre du PCF, par des manifestations communes, par des réflexions, par des études ensemble, par des échanges d'analyses stratégiques. Parce que l'avenir appartient à la classe travailleuse. L'avenir appartient à ceux qui produisent les richesses. Non, nous ne ferons pas la guerre pour les superpuissants. Comme disait Anatole France, que vous connaissez mieux que moi, mes camarades, on croit faire la guerre pour la patrie, mais on fait la guerre pour les industriels. C'est pour ça. Et c'est ça, notre espoir à nous. Merci à tous, camarades. Je voudrais remercier tous les camarades du Parti communiste français. Vive l'internationalisme prolétarien et vive le combat, camarades! Merci. Merci beaucoup. Merci, chers camarades, d'avoir invité l'ambassade de Palestine à ce meeting. Merci, Madame la maire. Merci, le secrétaire national du Parti communiste français et la fédération aussi. Merci, Monsieur Raoul, pour cette analyse complète de la situation mondiale. Parler de la paix pour un Palestinien, c'est comme parler d'un rêve impossible. Le peuple palestinien rêve de la paix depuis plus d'un siècle. Depuis qu'un ministre des Affaires étrangères britannique a promis notre terre à un lord britannique qui s'appelle Rothschild. Depuis la déclaration Balfour, nous et l'occupation britannique de la Palestine historique et mandataire, ça a commencé notre tragédie. Ce n'est pas le 7 octobre. Il y a bien avant. Le peuple palestinien souffre. Et c'est vrai, on a de la courage. Mais à un certain moment, on a le droit d'être fatigué. On donne beaucoup de sang, de nos enfants, de nos femmes. Depuis, je ne peux pas dire c'est la guerre à Gaza, depuis le début du génocide à Gaza, on a perdu 51 000 morts. Connus, parce qu'il y a encore des dizaines de milliers sur leurs maisons, sous les décombres de leurs maisons. Alors, je dois être vraiment triste de parler de la paix. Parce que la paix, pour un Palestinien, c'est vivre digne, en dignité. C'est vivre en paix sur sa terre, pas ailleurs. Hier, M. Trump a fait une déclaration, je dis à M. Russell tout à l'heure, une déclaration très intelligente. Il a dit « Je ne comprends pas pourquoi ces Israéliens ont donné la bande de Gaza aux Palestiniens. » Il était à côté de lui, c'est Netanyahou. Un criminel de guerre reçu à la Maison-Blanche. Et avant, elle était en Europe. Elle était reçue en Europe, dans un pays signataire de Convention de Rome, le Cour pénale internationale, et malheureusement, ce pays a déclaré qu'il va retirer sa signature. Ils vont se retirer de la Cour pénale internationale juste pour Netanyahou. Je ne sais pas pourquoi ces Israéliens ou Israël se fait traiter comme l'enfant gâté de l'Occident, très gâté même. Les intérêts économiques, les intérêts géopolitiques, on n'oublie pas que le projet sioniste, c'est un fruit de la pensée coloniale européenne. C'est ça, la vraie raison de ce projet qui a fait un État juif. Pourtant, on demande toujours un État pour tous ses citoyens. Mais jusqu'à
jusqu'à maintenant, on n'arrive pas. Donc, on a accepté le compromis proposé par la communauté internationale, la solution à 2 États. Mais qu'est-ce qui se passe? Un gouvernement d'extrême droite en Israël. Il a envahi la Cisjordanie tous les jours. Le camp de Jenin, ou la ville de Jenin, où il y a des relations étroites avec Vénitieux, 70% de maisons ou des bâtiments de camp de Jenin, c'est détruit. Depuis 4 mois, on ne parle pas. Parce que c'est des Palestiniens. Quand il y a un Palestinien qui est mort, ce n'est pas grave. Mais quand un Israélien qui est mort, c'est la catastrophe. Chaque civil mort israélien ou palestinien, c'est une catastrophe pour nous. Parce que la solution pacifique à ce conflit ne se base pas sur la guerre, ou le génocide, ou le nettoyage ethnique. Ça se base sur une solution claire et nette. La solution à 2 États. Nous avons accepté ça, mais l'autre partie n'accepte pas. Donc, quand on dit l'histoire commençait à 7 octobre, ça veut dire on ignore complètement la vraie histoire. Et nous, en tant que Palestiniens, et moi, je suis le fils de la Nakba, de 48. Je suis un réfugié palestinien dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie, à Damas. J'ai visité la Palestine pour la première fois en 2015. C'est ça où les Israéliens m'ont laissé entrer, c'est en 2015. Jusqu'à maintenant, si on va entrer ou sortir de la Palestine, on a besoin de l'autorisation de l'occupant. Et ça, c'est inacceptable pour un peuple qui se respecte. Et je me demande pourquoi tout le monde s'en fiche de cette situation. Parce qu'on est palestinien. On n'est pas, malheureusement, blanc avec les yeux bleus. C'est ça, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne trouve pas vraiment des raisons. Mais dans tous les cas, je vous rassure, avec votre solidarité, la solidarité du Parti communiste français et la solidarité du peuple français et tous les peuples libres du monde, on va y arriver. On va y arriver à la victoire, où il y a le peuple palestinien vivre en paix sur sa terre. On n'accepte aucun projet de transfert, ni de Gaza, ni de Cisjordanie. Notre projet, c'est le retour en Palestine, et ça va se faire, j'espère, bientôt. Merci beaucoup. Merci Yassar. Applaudissez-le bien fort. Merci Yassar. Maintenant, je vous demande d'applaudir vigoureusement notre secrétaire national, Fabien Roussel, que nous sommes très heureux, la Fédération du Rhône, d'accueillir ce soir. Attendez, j'ai pas encore parlé. Merci mes chers camarades pour votre accueil chaleureux. Merci aux communistes de la Fédération du Rhône. Merci Benoît, merci Marie-Christine Burican qui est membre de la direction nationale. Merci pour ton accueil, ma chère Michel. Merci à toi, mon Kama, cher Raoul, mon voisin du Nord, que je croise souvent pour ta participation et ta brillante analyse sur l'impérialisme américain. Et cher Yasser, merci pour tes mots et la justesse de tes mots pour expliquer le combat que vous menez en Palestine. J'excuse en même temps l'ambassadrice, Madame l'ambassadrice de Palestine que tu représentes.
Attendez. J'ai pas encore parlé. Merci, mes chers camarades, pour votre accueil chaleureux. Merci aux communistes de la Fédération du Rhône. Merci Benoît. Merci Marie-Christine Burican, qui est membre de la direction nationale. Merci pour ton accueil, ma chère Michel. Merci à toi, mon Kama, cher Raoul, mon voisin du Nord, que je croise souvent, pour ta participation, ta brillante analyse sur l'impérialisme américain. Et cher Yasser, merci pour tes mots et la justesse de tes mots pour expliquer le combat que vous menez en Palestine. J'excuse en même temps l'ambassadrice, Madame l'ambassadrice de Palestine, que tu représentes ce soir à nos côtés. Et merci à Arlette, la coprésidente du Mouvement de la Paix, pour cet appel à prendre conscience des menaces qui pèsent sur le monde. Mes chers amis, mes chers camarades, mes chers concitoyens, je vais vous dire, en venant ici, en voyant cette salle, je me suis dit, j'ai l'impression d'être en campagne. On repart en campagne. Mais je vais vous dire, ouais, je suis en campagne. Je suis en campagne. Pas en campagne en étant obnubilé par 2027 comme certains. Je suis en campagne pour le respect de la dignité humaine. Je suis en campagne pour la fraternité humaine, pour l'amitié entre les peuples. Nous sommes en campagne pour la paix pour tous et pour toutes. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici ce soir. Et c'est ce qui nous préoccupe, nous, aujourd'hui, en cet instant. Alors, ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien de se retrouver ici, à Vénissieux, dans votre belle ville, pour défendre la paix, pour défendre le progrès social, pour porter l'espoir, pour proposer un autre avenir à l'humanité, au peuple, un autre avenir que celui écrit par les marchands d'armes et les financiers. Oui, ça fait du bien. Merci à Michel Picard qui fait ici un travail incroyable, qui a toujours porté haut et fort et bien au-delà de sa ville l'exigence de solidarité mondiale. Merci Arlette, toi aussi pour l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale que tu as su témoigner avec la force de ton engagement et celle de ton mouvement, avec notamment à tes côtés les communistes dans la lutte contre le fascisme, pour le désarmement et pour un monde de paix. Merci à vous, merci aux témoignages qui ont eu lieu juste avant, je vais y revenir après. Mes camarades, nous sommes ici rassemblés pour parler ce soir de la paix et des menaces de guerre dans le monde. C'est bien la paix, le respect des peuples, leur indépendance, leur prospérité qui nous réunissent ce soir. Car notre monde marche sur la tête. Les règles élémentaires de la vie commune entre les hommes et les femmes, entre les nations, sont chaque jour abîmées, piétinées. Et partout, ce sont les mêmes logiques qui dominent, dont a très bien parlé Raoul juste avant moi, celles des guerres économiques, celles des guerres tout court, avec en toile de fond l'impérialisme, les impérialismes, l'exploitation des richesses, l'exploitation des peuples et la montée en même temps des populismes, des nationalismes. Oui, il faut avoir une analyse de classe, comme tu l'as dit, de ce qui se passe en ce moment. Parce que tout y passe, et on le voit dans notre pays. L'industrie menacée, les services publics affaiblis, les libertés publiques attaquées, et même l'état de droit, on le voit depuis quelques jours. Car en France, depuis une semaine, nous en parlions tout à l'heure, tu me demandais ce qui se passe en France avec cette affaire liée à l'extrême droite et les condamnations de Marine Le Pen. Nous avons vu des attaques très dures contre des magistrats, contre la justice, y compris venant de responsables d'ailleurs de gauche. Eh bien, nous concernant, nous ne jouerons jamais le peuple contre les juges, jamais le peuple contre les institutions, même si parfois ces institutions, nous voulons les transformer. Nous concernant, nous serons toujours respectueux de la loi si en même temps nous voulons la transformer et nous respectons la loi qui est votée par le législateur. Ce que nous voulons par-dessus tout, et je tenais à le dire ce soir, c'est l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Tous les citoyens, que vous soyez misérables ou puissants, comme le disait La Fontaine. Et je le dis à Marine Le Pen et à tous les membres de sa famille concernés par ce jugement. Son ex-mari, sa sœur, sa belle-sœur,
sa colocataire, sa meilleure amie, bientôt son chat. Tout le monde en a profité du système. Eh bien, je lui dirais que, à sa place, en tant que puissante, elle devrait penser justement aux misérables, obliger, eux, d'exécuter leur peine, quand bien même ils font appel. La loi ne doit pas être faible pour les forts et fort pour les faibles. Elle doit être la même pour tous. Il n'y aura pas d'amnistie pour Marine Le Pen et nous combattrons la loi d'amnistie que propose M. Ciotti. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous ne laisserons pas faire cette dérive dangereuse et nous manifesterons dans toute la France le 12 avril prochain à l'appel de la CGT, d'associations, de la LDH, pour que, ensemble, nous fassions respecter l'état de droit dans notre pays. Parce qu'aussi la démocratie, c'est un bien précieux. Et la démocratie, il faut la défendre, partout, tout le temps. La démocratie, c'est par là que nous pourrons concrétiser l'égalité politique. C'est un outil formidable au service de l'émancipation humaine. C'est la base du projet communiste, notre projet. Effacer la démocratie, c'est condamner toute perspective de progrès pour l'humanité. C'est entraîner les peuples dans un monde forcément plus autoritaire, plus violent, comme je viens d'en parler, forcément plus dangereux et forcément plus inégalitaire. Affaiblir la démocratie, c'est aussi affaiblir toute perspective de paix. Et nous en avons tellement besoin de paix. Il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde. En 2024, plus de 230 000 personnes ont perdu la vie dans des conflits majeurs à travers le monde. C'est 30% de plus qu'en un an. La moitié de ces conflits se déroulent en Afrique, dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Soudan, au Mali, au Burkina Faso. Les pertes humaines sont considérables, tout comme au Proche et Moyen-Orient, au Yémen, en Syrie, au Liban, au Kurdistan et en Palestine, j'y reviendrai. Tout a été fait pour désordonner ce monde, pour déstabiliser ces pays, et la France porte sa part de responsabilité. La guerre, c'est aussi celle qui fait des dizaines de milliers de victimes quand elle est menée par les mafias, par les cartels, quand l'État recule, les cartels de la drogue, comme au Mexique, en Équateur ou en Colombie. Et d'ailleurs, parfois, il ne suffit pas d'aller loin pour voir les ravages de cette guerre des cartels. Et je pense, bien sûr, aux victimes dans notre pays, à Marseille ou récemment ici, à Vaux-en-Velin. Nous ne laisserons pas faire ces mafias et ces cartels, et c'est bien la raison pour laquelle nous voulons une justice, de la sécurité et de la tranquillité pour tous, et un état de droit qui fasse respecter la tranquillité de chaque citoyen en tout point de la planète, y compris chez nous. Un être humain sur 8 a été exposé à un conflit militaire l'année dernière, et le nombre de conflits a été multiplié par 2 en 5 ans. Et le risque est grand de les voir se multiplier et se généraliser dans un monde où l'usage de l'arme atomique n'est plus impensable. Alors oui, nous devons faire de la paix la grande cause de l'humanité. Faire de la paix, comme ça a été dit, un objectif politique, une volonté politique, et non pas un simple slogan. C'est une urgence vitale pour les peuples d'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour l'Asie et l'Océanie, pour l'Europe et tout le continent américain. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les peuples d'Europe sont menacés, pris en otage par des puissances qui s'affrontent à l'échelle de la planète. Pour la maîtrise des voies commerciales, je pense au Groenland notamment, et à la quête des ressources en matières premières. Les peuples d'Europe sont aussi menacés par la guerre économique mondiale lancée par M. Trump et sa clique d'ultra-riches. La guerre de Trump est une guerre sérieuse, dangereuse. C'est une guerre économique, c'est une guerre industrielle. Trump n'est pas fou, contrairement à ce que disent certains. Il compte ses sous, et il en veut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il le dit comme ça. Mais comme l'a très bien expliqué Raoul, le capitalisme américain est malade. Le dollar est malade. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en crise,
traversé par une crise, dépassé par la Chine. Alors, comme une personne qui se noie, ils s'agitent et ils trinent, ils traînent avec eux ceux qui veulent leur porter de l'aide. La guerre économique de Trump est une guerre sérieuse parce que c'est une guerre industrielle, une guerre énergétique, une guerre commerciale. Et c'est donc une guerre contre les travailleurs, contre nous, qu'ils soient français, européens et même américains, car ils subiront le prix. Car quand M. Trump décide d'augmenter les droits de douane contre tout ce qui rentre aux États-Unis, et que l'Europe décide de répondre en miroir par la même chose et d'augmenter aussi les droits de douane, mais qui va payer? Les Américains, comme les Européens, verront les prix de l'alimentation, des biens de consommation, des voitures, des frigos, des télés, tout ça va augmenter. Et c'est nous qui en paierons le prix. Mais ce sont aussi les salariés et les entreprises de ces grands groupes qui produisent ces biens de consommation. Parce que quand il faudra payer des droits de douane plus importants dans un sens comme dans un autre, les grandes entreprises, avec ces droits de douane en plus pour que les prix n'augmentent pas de trop, rogneront peut-être un peu sur leur marge, mais demanderont beaucoup aux travailleurs, aux salaires, aux conditions de travail. Et c'est là où nous devrons payer demain le prix de cette politique. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas accepter ce qui se passe, bien sûr, de la part de Trump, mais y compris de ce que l'Europe met dans le poids pour s'opposer à cette politique. Il y a d'autres leviers à utiliser. Et si cette guerre commerciale est une guerre industrielle, une guerre pour la maîtrise de l'énergie, eh bien, menons cette bataille sur le continent européen, menons cette bataille chez nous et investissons massivement pour relocaliser nos entreprises, pour relocaliser l'industrie en France et en Europe, pour produire ici ce dont nous avons besoin et investissons fortement dans la production d'énergie décarbonée. Divisons par 3, par 4 le prix de l'électricité et vous allez voir que nous serons tout de suite beaucoup plus compétitifs par rapport aux États-Unis. Voilà la bataille que nous devons mener. Investissons en France, libérons l'argent de la Banque Centrale Européenne pour faire en sorte que l'économie européenne et française soit beaucoup plus forte. C'est le combat que nous devons mener. Bien sûr, on verra peut-être des grands groupes industriels, des grands actionnaires français qui feront le choix d'aller faire des génuflexions du côté de chez Trump et d'aller investir de l'autre côté de l'Atlantique et d'aller ouvrir des usines là-bas. Et il faut que le message soit clair à leur encontre. Les traîtres et les collabos n'auront pas de place ici en France. S'ils veulent partir, qu'ils partent, mais sans les capitaux et sans l'outil de travail, parce que ça, nous le réquisitionnerons et ça restera chez nous. Enfin, il faut oser remettre en cause l'hégémonie américaine et l'hégémonie du dollar, comme tu l'as dit. Depuis plusieurs années, des pays mettent en débat l'idée d'une autre monnaie que le dollar pour faire commerce entre nous. Avançons sur cette idée. Mettons en place une autre monnaie pour une autre mondialisation, respectant les peuples, respectant la planète. Voilà ce que la France devrait mettre à l'ordre du jour et oser parler avec ces grandes puissances qui mettent à l'ordre du jour une autre monnaie pour contrebalancer l'hégémonie du dollar. Face à Trump, nous devons tout simplement faire vivre l'esprit de la résistance, l'union nationale de tous les travailleurs et de toutes les forces vives pour rebâtir une industrie dans notre pays et pour rebâtir une France de justice et de paix. Et c'est pour cela aussi que nous refusons les logiques de l'économie de guerre dont il nous parle régulièrement. L'économie de guerre, c'est l'économie de la mort. Une économie de guerre, comme en parle le président de la République et son ministre de la Défense, c'est une économie qui va taper fortement sur notre pouvoir d'achat. C'est une économie de guerre qui va s'en prendre à notre modèle social. C'est une économie de guerre qui va s'en prendre à nos pensions, au prix des médicaments et même à l'âge de la retraite. Écoutez-les vous dire aujourd'hui que face
aux menaces de Trump, il faut une économie de guerre, il faut plus d'obus et moins de sécu. Ils veulent militariser notre économie, comme l'a dit tout à l'heure Raoul. Ils sont déjà en train de le faire. Et là où on produisait des voitures, nous produisons des obus. Là où nous produisons des essieux pour les trains, nous produisons des obus. Et tout ça pour nourrir les guerres dans le monde. Nous ne voulons pas de cette économie de guerre et ce sera sans nous. Nous voulons, nous, être gouvernés par la pulsion de la vie, pas par la pulsion de la mort. Et je le dis ce soir, le Parti communiste français sera toujours présent pour défendre la patrie, pour défendre la nation, pour prendre les armes s'il le faut en cas de menace. Mais il ne saignera jamais les veines des travailleurs pour financer des guerres qui ne nous concernent pas. Voilà le combat qui est le nôtre et qui nous fait honneur dans l'histoire de France. L'économie de guerre, est-ce qu'ils se rendent compte un seul instant des sommes qui sont en jeu et que je vous redonne? L'économie de guerre, c'est faire passer le budget de la défense en France de 50 milliards d'euros par an, ce qui est déjà pas une paille, à 100 milliards d'euros par an. Non. Enfin, est-ce que un seul moment, on se pose la question de savoir où ils vont prendre cet argent? Où il y a un argent magique, hein? Possible. Pouvoir de création monétaire des banques. C'est possible. Mais que ça serve justement à alimenter nos hôpitaux, nos écoles, à embaucher, à former. Ou alors, c'est pas par le pouvoir de création monétaire des banques. Et c'est chez nous qu'ils vont prendre cet argent. Nous ne devons pas l'accepter. Oui, il faudra investir dans une armée nationale et souveraine, mais pour défendre le peuple, pour défendre la France et ses intérêts vitaux, jamais pour mener des guerres, pour aller attaquer d'autres peuples, comme ils veulent le faire, et comme tu l'as si bien dit. Voilà notre conception à nous de la défense nationale. Près de 2500 milliards de dollars ont été consacrés l'année dernière dans la course à l'armement. 2500 milliards de dollars. Tout ça pour nous nourrir une industrie de guerre, ce qui me fait dire, moi aussi, j'avais la même citation que toi, mon cher Raoul, on croit mourir pour la patrie et en fait, on se bat, on meurt pour des industriels Anatole France. C'est du jamais vu depuis la fin de la guerre froide. 2500 milliards de dollars. Autant d'argent qui pourrait être tellement utile pour lutter contre la malnutrition, l'illettrisme, pour investir dans des infrastructures, les services publics, la sécurité sanitaire ou alimentaire, pour construire aussi tout simplement les conditions d'une sécurité réelle pour toutes et tous. Les besoins sont tellement grands et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une économie de paix et de progrès social. Et c'est cela que nous demandons à mettre en place de toute urgence. Une économie qui croit en l'avenir et cherche à le construire. Une économie qui cherche à éduquer, à former ses enfants et pas à les envoyer mourir sur le champ de bataille pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Une économie qui relève les défis de la malvie, de l'emploi, de la pauvreté et du climat tellement la planète est menacée. Une économie au service de l'intérêt général, mais pas du portefeuille des marchands d'armes. D'autant plus quand ils sont américains. Oui, nous avons besoin comme jamais de faire entendre la position originale du Parti communiste français. Il est possible d'être en même temps pacifiste et réaliste. Il est possible d'être en même temps internationaliste et résolument pour l'indépendance et la souveraineté des nations. Il est possible d'être attaché à une défense et nationale et populaire et en même temps de se battre pour la sécurité collective pour tous. Tout cela est possible. Et la preuve, c'est que nous sommes là, nous, toujours là. Et c'est la ligne que les communistes français défendent depuis plus d'un siècle. Et c'est celui d'un nouvel ordre mondial, de nations et de peuples souverains libres et associés qui motive notre combat. C'est tout le sens de notre combat pour la paix. Pour nous, communistes, la paix, ce n'est pas seulement une absence de guerre. La paix, c'est un projet politique global
positif, basé sur une ambition. C'est l'émancipation des peuples, c'est la souveraineté des nations, c'est les coopérations les plus utiles dans le monde, sur les continents, au service du progrès social, de l'amitié et de la planète. C'est parce que la paix permet à l'existence humaine de se sublimer que nous voulons la défendre, la promouvoir partout. La paix, c'est un combat politique contre l'accumulation sans fin du capital entre les mains de quelques-uns, contre l'impérialisme, contre toute forme de prédation. La paix, c'est un combat pour la justice climatique et sociale, car nous savons que les guerres se nourrissent des inégalités sociales, des conséquences du dérèglement climatique et de la concurrence sans merci pour l'appropriation des énergies fossiles. Et la paix, c'est aussi un combat pour un nouvel ordre économique et monétaire mondial, dégagé de l'hégémonie du dollar, comme je l'ai dit, pour que les ressources financières des banques soient mises au seul service des peuples. Et pour cela, il ne suffit pas de brandir la paix comme un slogan, mais de mener des combats concrets et des batailles politiques, comme nous avons su le faire hier, en soutien aux luttes des peuples algériens et vietnamiens pour l'indépendance. Et j'ai en ce moment une pensée de soutien au peuple algérien pour lui dire que la solidarité avec le peuple algérien pour nous est toujours vivante. Et je dis à Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui est obsédé par l'Algérie, obsédé par les musulmans, obsédé par les femmes qui portent le voile comme si c'était le seul problème des Français, l'unique problème des Français, je dis à Monsieur Retailleau, taisez-vous et une bonne fois pour toutes, travaillez plutôt à la diplomatie et aux relations entre la France et l'Algérie. Ayez du respect pour le peuple algérien et pour cette histoire qui nous lie avec l'Algérie et qui appelle à beaucoup d'humilité au contraire. Vos obsessions identitaires pour gagner votre congrès dans votre parti n'ont pas de place en France, dans nos villes et dans nos quartiers. Comme ça, c'est dit. La solidarité concrète, c'est aussi celle que nous avons envers le peuple cubain, qui subit depuis plus de 60 ans un blocus économique, financier et politique terrible dans le silence le plus absolu. Ce blocus, le plus vieux et monstrueux, il est illégal, il doit cesser. Des moyens juridiques existent pour contourner le blocus, tant en matière de mouvements de capitaux, de dialogue politique que de coopération. La France doit le mettre en œuvre, et rapidement. Voilà une occasion de se battre concrètement pour la paix. Nous le redemandons, les États-Unis d'Amérique ne peuvent plus s'asseoir impunément sur le droit international. Alors, mes amis, crions-le bien fort ensemble, solidarité avec nos amis de Cuba. Hasta la victoria, siempre! Avec Cuba, bien sûr, nous parlons du respect du droit international. Et il est temps que la France se remette au service du droit international, qu'elle soutienne les institutions chargées de sa protection et qu'elle mette fin, enfin, aux 2 poids 2 mesures en matière de droit international et à une indignation sélective qui nous décrédibilise aux yeux des peuples et du monde entier. Pour notre part, nous avons toujours défendu cette équité et une action diplomatique basée sur la justice et le droit international. C'est pour cela que nous avons été, que nous sommes et que nous serons toujours aux côtés du peuple palestinien. Nous serons toujours à défendre la solidarité et la liberté du peuple palestinien et pour une solution à 2 États pour le peuple palestinien et pour le peuple israélien. Et c'est la raison pour laquelle le Parti communiste français lancera, je vous l'annonce ce soir, avec l'OLP, le 4 juin prochain à Paris, une grande campagne européenne de soutien au peuple palestinien. Comment accepter l'impuissance et le silence coupable de la France face au génocide qui se déroule en ce moment à Gaza, où plus de 50 000 hommes, femmes et enfants ont déjà perdu la vie, où des populations civiles prises au piège de l'enclave meurent en masse sous les bombardements de l'armée israélienne.
Oui, nous sommes en absurdie, comme le dénonce avec force Dominique de Villepin, qui encore une fois, aujourd'hui, 20 ans après la guerre américaine en Irak, sauve l'honneur de la diplomatie française. Mais il est bien seul. Les massacres et les crimes de guerre en Palestine ne peuvent plus durer. Les otages israéliens, eux aussi, doivent être libérés. Et la Cour pénale internationale, qui a émis des mandats d'arrêt contre plusieurs dirigeants israéliens et des cadres du Hamas, doit être respectée. La France doit respecter ces actes et prendre des sanctions les concernant tant que l'État d'Israël ne se conformera pas au droit international. La France, comme l'Espagne, comme l'Irlande, comme la Norvège, comme la Slovénie, doit reconnaître l'État de Palestine sur la base des résolutions de l'ONU et des frontières de 67, c'est-à-dire avec la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza et Jérusalem-Est pour capitale. Voilà ce que nous demandons. Ce sont les conditions d'une paix juste et durable entre les peuples israéliens et palestiniens. C'est d'ailleurs la voie défendue par Yasser Arafat en son temps, et c'est celle de Marwan Barghouti aujourd'hui. C'est la voix aussi de l'autorité palestinienne que j'ai rencontrée lorsque je me suis rendu l'année dernière à Ramallah et à Jérusalem. Et c'est la voix aussi courageuse des militants pacifistes israéliens qui continuent de manifester par dizaines de milliers pour mettre fin à cette guerre terrible et exiger le retour des otages. C'est enfin la voix salutaire de nos amis israéliens qui se battent au sein d'associations, mais aussi de nos amis et camarades députés communistes israéliens qui mènent à la Knesset une grande bataille pour faire entendre la souffrance du peuple palestinien et dénoncer les crimes de leur gouvernement. Ils sont empêchés de parler. Nous sommes avec eux. Soutenons les députés communistes israéliens qui méritent toute notre solidarité. Le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, sous les yeux de la communauté internationale, est en train purement et simplement de faire disparaître un peuple entier et de condamner toute perspective politique, toute possibilité de coexistence pacifique. C'est là le drame. Honte au gouvernement français qui détourne le regard et refuse au peuple palestinien le droit à la justice, le droit de vivre en paix et souverainement sur sa terre. La France doit être à la hauteur de l'histoire et se tenir fermement du côté de la justice et du droit. Voilà le type de combat et de bataille politique concrète que la France doit mener pour que la paix que nous réclamons ne reste pas une idée abstraite, ne reste pas un rêve, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la tête de beaucoup d'enfants et d'adultes palestiniens. Notre combat pour la paix, c'est donc un combat réaliste, pour que le rêve devienne réalité. C'est un combat réaliste pour la sécurité collective partout dans le monde. Et c'est un combat que nous voulons mener aussi pour les peuples d'Europe. Un combat contre les logiques de blocs militaires qui ne connaissent qu'une seule doctrine, la confrontation, et qui ne peut avoir qu'un seul aboutissement, la guerre. La paix véritable ne peut exister qu'en s'attaquant à la racine des problèmes et des tensions entre les nations. Et tu l'as bien analysé, Raoul, en parlant de l'impérialisme, de la conquête des richesses et de l'exploitation des peuples. Comment construire la paix et la sécurité des peuples en Europe, notamment en abandonnant notre sécurité aux États-Unis? Comment avons pu faire ça pendant tant d'années? Comment défendre notre souveraineté, nos choix politiques et diplomatiques, en continuant de défendre en même temps une alliance militaire, l'OTAN, qui a fait de l'Europe entière un protectorat américain? Et aujourd'hui, nous sommes sous leur coupe. Parce que oui, nous dénonçons la guerre sanglante déclenchée par M. Poutine en Ukraine. Oui, nous disons qu'il y a un pays, la Russie, de Poutine, qui a envahi un autre pays et violé le droit international. Mais nous disons aussi que cette situation est aussi le fruit de la politique d'expansion à l'Est menée par l'OTAN pendant plus de 30 ans. Une OTAN dirigée par les États-Unis qui se sont royalement assis sur les accords passés entre Gorbatchev et les États-Unis à la chute de l'URSS. Nous condamnons cette expansion de l'OTAN à l'Est de l'Europe et cette guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis. C'est
aujourd'hui. C'est aujourd'hui que la France doit décider de sortir de l'OTAN, comme ça a été le cas entre 1966 et 2009. Osons franchir ce cap. Osons franchir ce cap. Oui, il faut que nous, Français, soyons offensifs pour défendre, au contraire de ce traité, un autre traité de sécurité collective. Un autre traité que cette alliance atlantique dangereuse qui déstabilise des nations et des régions entières et alimente la course mondiale à la guerre. Oui, chez nous, à la différence de la Belgique, il y a une sorte de complicité entre le gaullisme et le communisme sur cette question. Parce que De Gaulle avait eu le courage de sortir du commandement de l'OTAN, eh bien nous, communistes français, nous le demandons aujourd'hui et jetons la main aux gaullistes français pour qu'ils fassent la même demande. Osez, faites-le, et vous verrez, le cours de l'histoire en France changera. Et concernant les propos guerriers de M. Macron, plutôt que d'envoyer des troupes en Ukraine, plutôt que de réfléchir à un bouclier antimissile européen, plutôt que de discuter du partage de la dissuasion nucléaire française, quel scandale quand même. Exigeons plutôt des chefs d'État européens qu'ils travaillent à la paix en Europe, à la construction d'un espace de sécurité collective, de l'Atlantique à l'Oural, et associant toutes les parties. Franchement, nous avons su faire cela pendant la guerre froide. Nous avons su écrire les accords finaux d'Helsinki en 1971. Brejnev et Nixon dirigeaient le monde, le doigt sur la gâchette nucléaire, et ils ont réussi à signer ces accords, et nous ne pourrions pas y arriver, nous, aujourd'hui. Nous serions, nous, la France et l'Union européenne, incapables de négocier un accord de paix avec M. Poutine, garantissant y compris la sécurité du peuple ukrainien. Mais cela devrait être toute notre priorité aujourd'hui. Et je dirais même que face aux oukases et aux outrances de M. Donald Trump, ça devrait être la priorité des priorités que de lui damer le pion et d'aller faire un accord de paix avec Poutine, nous, les Européens, dans le dos de M. Trump. Nous devrions faire ça, parce que face au risque de récession provoqué par la guerre commerciale des États-Unis contre nous, les menaces qu'ils mènent contre le Groenland, le Danemark, les menaces qu'ils mènent contre les richesses de l'Ukraine, qu'il veut s'approprier totalement, et déposséder le peuple ukrainien. Mais ne laissons pas faire. Soyons audacieux. Soyons ambitieux, au contraire. C'est à la France, c'est à l'Europe d'aller négocier la paix avec la Russie. C'est à la France, avec d'autres nations, et notamment celles dans les BRICS, je pense au Brésil, à l'Afrique du Sud, à la Chine, à l'Inde, de peser pour qu'il y ait un accord avec M. Poutine, respectueux du peuple ukrainien, mais aussi respectueux de tous les peuples d'Europe. Il est temps pour nous de reprendre notre destin en main sur nos vies, sur la paix. C'est à nous d'aller négocier la paix avec Poutine. Voilà l'urgence, voilà notre priorité pour la paix enfin en Europe, pour mettre fin à cette guerre qui a fait aujourd'hui plus d'1 million de victimes. Je dirais même que face aux oukases et aux outrances de M. Trump, faisons du continent européen, de Brest à Vladivostok, un continent de paix et de prospérité. Réfléchissons à toutes ces coopérations à construire entre l'Europe et l'Asie pour préserver cette paix indispensable au bonheur et à la prospérité des peuples. C'est dans cet esprit que je demande depuis 3 ans maintenant au président de la République que la France prenne une initiative pour une paix juste et durable en Ukraine. Une initiative qui ne soit pas un deal russo-américain sur le dos du peuple ukrainien, mais qui associe sous l'égide des Nations Unies l'ensemble des pays, y compris les pays dits du Sud global, qui depuis plusieurs mois portent des solutions de paix. Oui, si la souveraineté de l'Ukraine est inconditionnelle, je le dis et je le répète, la paix des peuples européens est aussi inconditionnelle. Et elle s'obtiendra qu'avec des garanties de sécurité solides et acceptables pour tout le monde et pour toutes les parties. Et si cela doit passer par la neutralité de l'Ukraine,
eh bien défendons-la. Car la guerre sanglante déclenchée par Vladimir Poutine doit cesser. Les peuples ukrainiens et russes ont déjà bien trop souffert. Et les peuples européens aussi. Et d'ailleurs, quand j'entends M. Macron dire qu'il a trouvé 2 milliards d'euros pour porter une aide supplémentaire à l'Ukraine, mais tout le monde s'interroge ici. Où trouve-t-il ces 2 milliards quand il est incapable d'en trouver 3 pour nous mettre la retraite à 62 ans et abroger sa réforme? Affirmer, comme le fait M. Macron, que la Russie constitue une menace existentielle, cela nous enferme dans une logique d'escalade mortifère et nous empêche de mener une politique diplomatique réaliste et ambitieuse pour la paix. Parce que nous sommes assis sur un baril de poudre. Allons-nous prendre la responsabilité d'engager non pas seulement les enfants de France, mais aussi ceux de l'Europe tout entière, dans un conflit généralisé dont les conséquences seraient terribles pour tous? Ensemble, nous pouvons peser pour qu'il en soit autrement. Ensemble, nous pouvons peser pour ne pas laisser les sirènes de la guerre rendre inaudibles les voix nombreuses, innombrables, qui s'expriment encore en faveur de la paix. N'oublions jamais les engrenages fatals d'alliances qui ont conduit aux 10 millions de morts de la Première Guerre mondiale. N'oublions jamais les rancœurs accumulées des peuples et les frustrations sociales qui ont provoqué la montée de l'extrême droite et du nazisme et qui ont provoqué les conditions du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et de son hécatombe. N'oublions jamais toutes les formes d'impérialisme et les dominations coloniales qui, jusqu'au bout, ont opprimé les peuples qui se battaient pour leur indépendance et leur survie. Des voix s'élèvent partout sur la planète en faveur de la paix. Écoutons-les. Écoutez ce qu'elles ont à nous dire et ce qu'elles portent d'espoir nouveau pour l'humanité. Écoutons ce monde multipolaire qui s'affirme contre l'hégémonie et pour un autre ordre économique et financier mondial. Écoutons ces nouvelles coopérations qui se construisent loin de nous. Au sein des BRICS, elles peuvent être un point d'appui formidable. Reprenons le travail des générations qui nous ont précédés sur le désarmement global, sur l'interdiction des armes nucléaires, sur la refonte des institutions internationales. Et oui, la France doit signer le TIAN et participer au désarmement nucléaire mondial. C'est le combat que nous avons toujours porté, nous, communistes français. N'abdiquons rien de nos espoirs et de nos rêves pour toute l'humanité. Nous le savons, nous aurons face à l'idée de paix universelle que nous portons, tous les sceptiques, tous les va-t-en-guerre, tous les pessimistes, tous les réactionnaires. Mais continuons de nous battre. Ne laissons pas faire. Saisissons justement cette date du 8 mai prochain, date du 80e anniversaire de la libération et de la capitulation du nazisme en Europe et en France. Profitons de cette date anniversaire du 8 mai prochain pour que partout, nous participions aux commémorations, nous participions à des rassemblements pour appeler à la paix, pour appeler à l'amitié entre les peuples, pour parler de fraternité humaine plutôt que de guerre. Nous croyons, nous, à la possibilité du bonheur. C'est une force qu'ils ne pourront jamais nous retirer. Et en France, il y a aussi une force qu'ils ne pourront jamais abattre. C'est la force du Parti communiste français. C'est la vôtre. Et ce combat pour la paix sera d'autant plus fort qu'il y aura dans notre pays un Parti communiste français fort et influent, avec des militants prêts à mener ce combat, à aller discuter, à mener la bataille, des cages d'escalier, des porte-à-porte. Alors oui, renforçons le Parti communiste français, le parti de la paix, le parti du progrès social, le parti qui sait marier le drapeau rouge des conquêtes sociales et le drapeau bleu-blanc-rouge de la Révolution française. Comme l'avait dit Victor Hugo, lors du Congrès de la paix de 1849, il ne faut pas détourner les têtes et fermer les yeux quand, au milieu des ténèbres qui pèsent encore sur nous, nous ouvrons brusquement la porte rayonnante de l'avenir. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons ouvrir pour tous les peuples la porte rayonnante de l'avenir, de la paix et du progrès social. Vive la paix universelle!
Vive la République pacifique, laïque et sociale. Vive la France, mes camarades! Arlette, Michel, Raoul, Yasser à venir rejoindre Fabien sur scène. Venez, venez. Je voulais aussi en profiter pour remercier l'ensemble des associations qui étaient présentes ce soir et qui sont présentes avec des stands au fond. Et je vous invite à aller les rencontrer et à discuter avec eux. Génie de l'association palestinienne.